Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Très chers auditeurs, bonjour. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de votre émission Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à votre essentiel. Réveille-toi qui détient cette double dimension, l'éveil, le réveil, qui amplifie vos perspectives habituelles quotidiennes grâce à la puissance du cœur. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Marion Dubé, une auteure du Sud-Ouest anticonformiste qui bouge les codes à sa manière. Et oui, elle pratique l'art du stand-up littéraire. Écrire comme si on parlait, hein Marion, c'est bien ça? Oui, à peu près. Bonjour Marion. Bonjour Valérie. Comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va très bien. Je suis ravie d'être reçue ici avec toi dans ton émission, dans ta belle émission. Sur Radio Médecine Douce. Alors Marion, aujourd'hui je te reçois parce qu'on a ton très bel ouvrage « Ça m'agace » par son nom, qui vient de sortir, hein, qui est la suite de tes deux premiers romans. Tout à fait. Alors j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ces deux premiers, puis qu'est-ce qui a fait que ce troisième est né? Alors donc les deux premiers, nous avons « Je suis tombée amoureuse de lui le jour où je l'ai quitté » qui est sorti en 2014, suivi de « La bombe humaine, c'est moi » en 2015. Puis j'ai fait une petite pause de plusieurs années et là je reviens donc avec un peu plus de sagesse à travers ce personnage Noah qui va faire un voyage en Inde et donc un premier pas d'éveil, réveil spirituel et qui va emmener les lecteurs dans une toute autre direction qui change de son habitude, on va dire. Donc voilà. Très bien. Alors, dis-nous en plus un petit peu sur ton histoire. Qu'est-ce qui a fait, je crois qu'il y a une corrélation quand même entre tes livres, Noah, et donc ta propre histoire. Et je suis curieuse de savoir un petit peu qu'est-ce qui fait que tu as voulu écrire ces livres, qu'est-ce que tu as voulu apporter en écrivant ces livres, de ce que tu as vécu toi en fait. Alors, je voulais partager mon histoire. Effectivement, Noah, c'est un petit peu, j'aime le dire, mon alter ego. C'est une version de moi un peu plus romancée, un peu plus contrastée, on va dire. Si encore c'est possible de contraster un petit peu plus. Oui, bien sûr. Mon histoire. Et en fait, j'ai commencé à écrire avant tout pour me faire du bien et pour dénouer un petit peu ces nœuds que j'avais en moi et ces chaînes-là qui me retenaient dans mon passé et qui m'empêchaient d'avancer et qui faisaient que j'étais tout simplement pas heureuse, malheureuse. Donc notamment en 2014, enfin avant ça, hein, parce que j'ai commencé à l'écrire. Il est sorti en 2014, le premier, mais il a été écrit en 2011. Finalement, quand j'ai fait lire le premier roman à une amie, elle m'a dit « Mais tu sais que ça peut aider des gens, en fait, ton histoire, parce que... » moi déjà je m'y retrouve, me disait-elle, et ça m'a aidé à prendre un peu de recul sur mon histoire, faire un parallèle en tout cas et trouver des connexions entre le personnage et ma propre histoire. Et en fait c'est devenu pour moi clairement une thérapie, un peu un exutoire, hein, j'aime dire aussi, même s'il y a quand même une connotation négative derrière, ce qu'il en ressort n'est que positif, mais en gros, voilà, j'avais envie de partager parce que moi, ça m'avait fait du bien de mettre à plat ce que j'avais sur le cœur, ce que j'avais dans le cœur, d'y faire face et de pouvoir enfin mettre de côté et avancer. Et j'avais envie vraiment de partager ça en toute sincérité pour que peut-être ça puisse aider, toute modestie, hein, peut-être les lecteurs. On sait que ça aide beaucoup de lecteurs. Et effectivement, c'est les retours que j'ai eus. Donc alors là, c'est génial, quoi. Et ouais, cercle vertueux. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Donc, en fait, c'est vrai que l'écriture, quand même, peut être thérapeutique. Moi, je dis toujours que d'écrire, ça permet de vraiment laisser les choses aller pour justement, après, pouvoir s'en servir. Quand tu l'écrivais, est-ce que tu as vécu des choses spécifiques? Surtout, ça m'agace, puisque c'est ce dernier qui est sorti derrière. Est-ce qu'il y a eu dans ton histoire des choses spécifiques? Je sais que oui, c'est pour ça que je te pose cette question, qui fait toute la puissance de Ça m'agace, justement. Ça m'agace, en fait, j'ai commencé à l'écrire quand je vivais à Paris en 2015. Et j'ai mis sur pause parce que j'avais des choses à vivre.
Et en fait, pendant ce laps de temps, j'ai perdu ma maman. Et pardon, c'était pas prévu. Ça a permis, c'était pas prévu. Donc j'ai perdu ma maman et ça m'a fait prendre conscience de certaines choses que j'avais envie de partager avec le lecteur. Donc il y a ce livre, il a été écrit en 2 parties et ça m'agace. C'est rigolo parce que en fait c'est plein d'ironie. Dans un premier temps, il y a beaucoup de colère dans ce personnage dans les 2 premiers romans, et là dans le deuxième, en fait, elle veut vraiment changer son regard sur les choses parce qu'on peut pas changer les choses. Et ce que j'ai compris, c'est que c'était intéressant et voire nécessaire quand même de faire des choses tragiques ou des choses tristes ou des choses en tout cas négatives de la vie quelque chose de beau. Et en fait, si on se concentre très fort, on peut y arriver, et c'est un petit peu ce qui transparaît dans ce roman, même si je parle pas de la disparition de ma mère. J'essaie d'inviter le lecteur à savourer chaque instant que la vie nous offre, chaque cadeau qu'on a, à focaliser sur ces petits bonheurs éphémères, futiles et au final très précieux de par leur rareté, qui sont accessibles à tous. En fait, vraiment. Dans le premier et dans le deuxième, il y avait ce coup de gueule contre mon enfance, contre l'éducation que j'avais eue avec mes parents, bien sûr sous le personnage de Noah, personnage fictif. Et oui, bien sûr. Voilà. C'est compliqué, avec cet alter ego. Mais en tout cas, dans le dernier, là, en fait, on peut pas changer ses parents, on peut pas changer son enfance, on peut pas changer le mec avec qui on a passé la soirée hier soir, on peut pas le forcer à nous rappeler, voilà. Qu'est-ce qu'on peut changer ? En fait, ce qu'on peut changer, c'est nous. Gandhi le disait dans cette phrase bateau que tout le monde a entendue et réécrit à tort et à travers, et au final qu'on a quand même de la difficulté à appliquer dans notre vie. C'est nous le changement qu'on veut voir chez l'autre, en fait. Oui. C'est nous le point de départ. Et oui, parce que ce que tu disais tout à l'heure, on ne peut pas changer les choses, oui, mais si nous on change, en principe, les choses changent. C'est confirmé, je le dis, c'est confirmé. J'en ai la preuve chaque jour. Quand on se lève de mauvaise humeur, toute la journée qui va en découler va être compliquée. Ça va être dur là d'avancer comme ça, comme si on était une barque sur un lac sans eau avec des graviers partout. Là, on rame et il n'y a rien qui avance, tout compliqué. Alors que quand on se lève et qu'on est de bonne humeur, la vie glisse sur vous, en fait. Et c'est genre Cendrillon qu'ouvre les volets, les oiseaux chantent, les fleurs s'écartent dans la forêt pour qu'on puisse avancer sans difficulté. Mais c'est une blague, mais c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, je veux vraiment ramener les gens à l'essentiel dans la vie, parce que, voilà, encore une fois, par rapport à mon expérience de la perte de ma mère, moi j'ai été confrontée à des choses qui m'ont sur le moment évidemment rendu tarée. Oui. Mais avec du recul, j'essaie encore une fois d'en tirer les choses, le côté positif. Mais c'était dur en fait, parce que je me souviens, là je me suis réveillée dans mon lit chaque matin, c'était le réveil du cauchemar en fait. C'est pas on sort du cauchemar, c'est j'ouvre les yeux et je rentre dans le cauchemar, dans cette nouvelle réalité où les mamans meurent. On m'avait pas prévenu, finalement, j'étais pas au courant que les parents pouvaient mourir. Et là, je vais sur les réseaux sociaux et puis j'avais des messages de gens qui partageaient leur peine, leur colère, des fois, leur colère virulente, alors que bon, il y a pas, pour moi, il y a pas de mort, enfin, face à la mort, il y a pas de justice ou d'injustice. Je suis pas dans cette pensée-là. Et donc, la vie, quelle merde, nanana, machin. Ok, bon, soit. Et genre, comme 2 secondes après, je voyais passer une vidéo de la même personne qui apparemment était atterrée par la disparition de ma mère. Un truc à la con, là, d'un hamster qui sort en feu d'un cul. Enfin, genre, j'étais là, non mais c'est quoi ce monde dans lequel on vit, où hier on est Charlie, 2 secondes après on est là à péter un plomb parce qu'on attend le taxi 2 minutes, ou qu'il y a quelqu'un qui nous bouscule dans la rue. Enfin, il y a cette espèce de contraste, d'intensité qui est vraiment très déstabilisante, quoi. Et voilà, en fait, dans Ça m'agace, Noah, elle part en Inde. Et c'est un voyage qui veut se reconnecter à l'essentiel, se reconnecter à l'humain, se reconnecter à nous, nos sens, nos émotions. Et sortir un peu du paraître et de tout ça, là, tous ces artifices et tout ce qui est... Retourner à l'essentiel, c'est vraiment retourner en soi, finalement. Comment on retourne voir ce qui se passe d'abord chez soi, pour ensuite pouvoir aborder les choses différemment, c'est ça ? Dans sa vie, dans son environnement, finalement. Puisque là, c'est vrai que Noah a fait un changement d'environnement.
Je pense que tu as pu ramener cette dimension, justement, avec l'ouverture d'esprit, l'éveil que ça avait dû te procurer, malheureusement, la disparition de ta maman. Et ça a permis, je pense, de vraiment... C'est pour ça que le roman marche aussi bien, c'est qu'on sent derrière qu'est-ce qui a fait que c'est puissant, finalement. Ouais. L'authenticité. Notre puissance est intérieure, donc elle est d'abord intérieure. Et là, toi, tu l'as mis magnifiquement dans un roman qui se lit en plus très facilement, qui à la fois provoque, qui est percutant, qui est décalé, mais en même temps, on sent bien la simplicité de la vie, finalement. L'essentiel, ouais. C'est ce que tu dis. Ouais. Et tu parlais justement de facile à lire. Moi, ça me fait rire parce que j'ai presque la moitié de mes lectrices, ça c'est la blague, le paradoxe, qui sont des nanas qui ne lisent jamais. Donc après, elles m'envoient des messages et elles me disent « Ça y est, grâce à toi, j'aime lire ». C'est génial. Parce que voilà, c'est vrai que c'est facile à lire. J'aime aussi quand on me dit « Ah oui, mais qu'est-ce qui plaît dans ce roman ?» En fait, c'est comme si votre meilleure amie, là, se boulait, elle vous envoyait un mail en lendemain de soirée, là, le matin, et qu'elle vous racontait ses aventures. En fait, c'est ça. Donc ça, en fait, ça touche. Le personnage, le personnage que j'ai créé, il arrive à toucher en plein cœur les lecteurs. Et il va parler de 1000 façons à 1000 personnes différentes, mais il va leur parler. Il leur parle au cœur, c'est ce que tu dis. Hein. Et elles vont s'identifier. Et puis, alors là, ce qui est merveilleux, c'est qu'elles vont comprendre des choses. Elles vont aller sur des chemins de réflexion qui vont les aider dans leur vie actuelle à relativiser ou à confirmer des choix ou que sais-je. Mais c'est vrai que... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait du bien de l'écrire. Et quand j'ai les retours de mes lecteurs, de voir que ça leur fait du bien aussi de le lire, de les lire, c'est le plus beau des cadeaux, quoi. Bien sûr. Mais c'est vrai que quand on écrit avec son cœur, je pense que voilà, l'éveil, l'ouverture d'esprit, c'est vrai que l'éveil, le réveil, on est vraiment sur l'ouverture du cœur, l'ouverture d'esprit qui amène à avoir une vision finalement de notre vie ou de la vie en général, sous une autre dimension, dans une autre perspective, comme si on faisait un pas de côté finalement. Et je pense que ça m'agace, et donc le triptyque, hein, puisque c'est le 3e volet, mais tu permets vraiment de faire un pas de côté à ces personnes déjà qui n'ont pas forcément l'habitude de lire, donc qui s'y mettent. Mais voilà, le stand-up littéraire, je pense, sert à ça aussi, à vraiment amener une dimension un petit peu différente qui fait qu'on va peut-être se mettre à lire et on va peut-être se mettre à découvrir des choses qui font que ça va changer notre vie finalement. Bon, alors là, j'ai pas cette ambition, mais ce serait merveilleux. Ah dans les messages que tu as, moi j'en ai vu passer, tu changes la vie des gens, Marion. Vraiment. Bah écoute. C'est pour ça que je te reçois aujourd'hui, parce que je tiens à diffuser le plus possible ton ouvrage, parce que ton roman, donc qui est le 3e, encore une fois, Noah a vraiment des aventures et une histoire symbolique qui va pouvoir servir aux générations qui arrivent pour vraiment s'ouvrir de par le cœur finalement. Parce que notre société nous insuffle des choses qui nous enferment finalement ou qui nous mettent un petit peu dans des cases quand même. Et là, on sort quand même de ça et on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est possible. Donc c'est vraiment... dis, si tu rentres pas dans une case, dessine-toi dans un cercle. C'est ça. C'est très, très beau. C'est vraiment très, très beau. Très, très bien. Donc là, voilà, c'est vrai que ton histoire a vraiment été la fondation, les fondations, le pilier de l'écriture de ces 3 livres. Et là, c'est vrai que moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Noah. Noah et la façon dont tu abordes le personnage de Noah, justement, tu viens de nous dire qu'elle est partie en Inde finalement pour être hors de son environnement. À un moment donné... se reconnecter avec elle-même et se reconnecter un peu... Enfin, sortir déjà de son confort de la petite occidentale là, qui se plaint, qui se plaint de son quotidien, qui a tout pour être heureuse mais qui est malheureuse comme c'est pas permis. Aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et puis voilà, 25 ans, c'était un âge symbolique pour moi. C'était l'âge où voilà, il fallait que ça change dans ma vie. Et donc, elle part faire ce voyage en Inde avec sa meilleure amie.
sans téléphone, sans connexion Internet, ou très rarement, parce que pendant justement ce voyage, elle perd son oncle qui est en France, et en fait, elle lui dit au revoir avant son départ, en sachant qu'elle ne le reverra plus, et que c'est un vrai au revoir. Donc c'est assez compliqué de dire au revoir à quelqu'un en sachant qu'après, elle va mourir, cette personne. Donc il y a toujours voilà, la mort quand même qui plane sur les romans, parce que en fin de compte, on est tous amenés, hein, c'est triste, mais ça fait partie de la vie, à perdre des gens sur la route, des gens qu'on aime, des gens qui nous sont chers, qui partent avec... on est prévenu pour ceux qui ont des maladies, ou on n'est pas prévenu pour quand c'est des accidents brutaux. Donc j'ai connu les deux. Et voilà, ce voyage en Inde, c'était vraiment de voir comment ça se passe de l'autre côté de la planète, et comment vivent ces gens, et apprendre de ces gens, en fait. Et apprendre à sortir de sa zone de confort, finalement, aussi, puisqu'on change d'environnement complètement. Ouais. Là, on est dans l'inconnu. Ah bah oui. Et puis en plus, l'Inde, c'est quand même un pays très particulier, parce que, c'est ce qu'on m'avait dit avant que j'y aille, j'y croyais pas trop, parce que je me connais aussi, mais apparemment, c'est un pays où quand tu descends de l'avion, tu peux avoir envie de repartir, tellement que tous tes paradigmes sont chamboulés, quoi. Bon, ça m'a pas fait cet effet-là. Je suis sortie de l'avion, et là, y a comme une vague de 45 degrés et 90% d'humidité qui s'est abattue sur moi. Et là, j'avais pas envie de faire demi-tour, j'avais envie de profiter de cette nouvelle coupe de cheveux à la Jackson 5 que je venais d'avoir. Donc, je me suis dit, ce voyage va être cool. Voilà. Mais non, en fait, c'est énorme d'apprendre de ces gens qui n'ont rien, et qui ont en fait, leurs yeux, leur regard, moi, c'est ça là-bas qui m'a chamboulée. C'est la puissance et la profondeur de leur regard. On dirait qu'ils ont genre 300 ans de sagesse. C'est leur âme, le regard, c'est l'âme. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Et c'est l'essentiel, c'est notre essence, finalement. Puis ils avaient un sourire, tu vois, un sourire que j'ai jamais vu en France, en fait. C'est l'authentique, le véritable, non? Et tu voyais que c'était le sourire, en fait, la vraie joie. Pas celle des magazines où on a tous les dents blanches et que tu peux le faire. Alors, qu'est-ce que ça amène, ce sourire mais là, c'est ton cœur, il gonfle, tu vois, et tu te dis, mais en fait, c'est ça la vie, quoi. Ça vibre avec les autres êtres humains, c'est ça? Ça vibre, et puis après, tu reviens dans ton pays et t'es connecté différent aux autres. Tu regardes les gens. Tu les regardes, tu vois, je rentre en France, je rentre dans ma routine, et dans le métro, je regarde les gens dans les yeux. Je suis plus sur mon téléphone, ou je suis plus sur mon livre. Je regarde les gens. Si je bouscule quelqu'un, je le touche et je lui dis « Pardon, excusez-moi ». En conscience, quoi. Ouais, en conscience. Tu es en présence avec les autres. Dans le moment présent, les autres êtres humains, ouais. Tu en parlais tout à l'heure du moment présent, en début d'émission. L'instant présent, qu'est-ce qui t'a apporté de comprendre quelle est l'importance du moment présent, l'instant présent? Parce que tu en parlais en début de... Il est très précieux. Il est très précieux. Et je veux dire, il arrive là et c'est terminé, quoi. On le reverra plus jamais. Oui, puis on n'est pas ni dans le passé ni dans le futur. Ouais. Finalement, on est vraiment là et on ne pense pas à ce qui va se passer après, ce qui s'est passé avant, et donc on peut vraiment le sous-peser, enfin le vivre pleinement. À notre époque, les gens ne vivent pas dans le présent. C'est-à-dire qu'avec toutes ces conneries, pardon, parce que c'est quand même très utile dans un sens, mais quand même, de réseaux sociaux, les gens ne vivent pas dans le présent. Ils vivent dans le passé de ce qu'ils ont vécu pour obtenir des likes qui va leur confirmer que oui ou non, ils ont passé un bon moment, ce qui, je trouve, dramatique quand même, que ce soit juste l'autre qui soit le seul juge de la valeur de notre vie, de nos actes, de nos moments précieux. Et ensuite, une fois que c'est passé, c'est fini, on vit dans le passé, et après on se fait des rêves sur le futur, tu vois. Ouais, je vais m'acheter ça, et puis je vais faire ça, et puis je vais faire ça. Et aujourd'hui, moi, ma mère, elle avait des projets de malade. Elle devait partir à la retraite avec mon père, ils avaient mis des sous de côté, ils avaient bien cumulé pour partir, voilà. Et puis elle est morte. Et mon père, il s'est retrouvé comme un con tout seul à la retraite, avec un compte en banque blindé de leurs économies. Putain. Non, mais vivez, c'est clair. Et c'est la première chose qu'il me disait. Il me disait, putain, mais on a oublié de vivre sur l'instant. On faisait des projets, mais on avait oublié que la vie s'arrêtait comme ça, du jour au lendemain. Et les gens, ils passent à côté de ça, de la beauté de l'instant présent, parce qu'ils sont dans la frustration du futur. Mais souvent, on entend, oui, mais bon, moi, il faut bien que j'y pense, parce que comment je vais faire? Ils pensent finalement, c'est les peurs de l'être humain, mais
L'être humain, en fait, a peur avant même que ça arrive. Oui. Donc forcément... Déjà, tu passes un sale moment avant et peut-être ça va même pas se produire. Donc imagine le truc, quoi. Déjà... non, mais c'est ça. C'était genre... Je le sais, hein, j'ai un bébé de 19 mois, donc je peux te dire que le mec, je l'ai vu mourir dans mes rêves 20 000 fois. Je sais ce que c'est. Et en fait, on est là, on se bouffe l'estomac sur un truc qui peut-être n'arrivera jamais, sur des angoisses qu'on s'est créées à la Spielberg, là. Et donc, on savoure pas. On s'empêche de vivre la qualité et la beauté de ça, là, de ce qu'on a dans les mains et qui est palpable, qui est réel, qui est pas fictif, qui est pas la nostalgie enjolivée d'un passé ou des rêves de futur, de quand je gagnerai au loto. Putain, tu gagneras peut-être jamais au loto, mec. Tu sais quoi, savoure ce que t'as. En parlant de ça, je sais que tu m'avais donné une anecdote là il y a quelques temps quand on s'était vus. C'était sur, alors je sais pas, c'était une amie ou je sais plus, qui avait rencontré un mec un soir, etc. Et puis en fait, elle voulait mettre sur les réseaux sociaux, ouais, j'ai passé une super soirée au resto, tout ça. J'aimerais que tu racontes cette anecdote parce que alors moi, tu m'avais fait beaucoup rire et puis c'est un petit peu la limite des réseaux. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Bon, après, il y a des limites, mais comme tout, ça sert à beaucoup de choses. Mais raconte-nous cette anecdote qu'on rigole. En fait, sur les réseaux, je vois sa photo de sa soirée avec son nouveau mec, canon, soit dit en passant, canon high level. Donc t'es là, putain, sympa, elle se fait pas chier celle-ci. Donc là, tu vois, elle a tagué le resto. Ah ouais, putain, joli resto, le mec, il l'emmène dans un truc, ça a l'air chouette et tout. Jolie assiette, ils ont bien mangé. Et puis après, une soirée, la fin de soirée, genre dans un bar à cocktail, sympa, branché que je connaissais, où effectivement, il y a des cocktails vraiment délicieux. Puis je l'ai au téléphone quelques jours plus tard, et puis elle me raconte sa vraie soirée, tu vois. La vraie soirée, celle qui est derrière les photos. Celle qui est derrière les photos sélectionnées. Donc en fait, son mec... Il est filtré. Ouais, voilà. Donc en fait, son mec, il est très beau, mais merci, encore heureux, parce qu'en fait, il a une conversation nulle à chier. Donc au resto, il se regardait dans le blanc des yeux, genre pourri. On parle de quoi? À un moment, on a donné la salle de sport et la voiture que t'es en train de retaper. Tu vois, ça a ses limites aussi, quoi. Ça m'intéresse pas trop. Enfin, le gars, il posait aucune question. Bon, bref, voilà. Donc il est très beau, mais elle s'est fait chier comme pas possible. Ensuite, le bar à cocktail, c'était cool, mais au final, la photo, ce qu'elle dit pas, c'est qu'ils y sont restés comme 10 minutes et qu'elle a même pas fini son cocktail et qu'elle est rentrée en pétron solo chez elle parce que la nana, elle a eu une intoxication alimentaire avec sa super belle assiette qu'elle avait postée. Qu'est-ce que t'en retires, toi, de ça? Parce que moi, ça me fait marrer parce que... À un moment donné, c'est quoi sa peur derrière? Toi qui la connais bien, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont se reconnaître là-dedans. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de partager des moments qu'on aime bien ou de se faire croire peut-être à soi-même, finalement, qu'on a une vie un peu meilleure. Enfin, c'est quoi le... Alors, moi, je suis désolée, hein, je sais qu'on n'est pas trop là-dessus, mais je vais poser un regard absolument pas bienveillant. Mais c'est du narcissisme. On est dans une société où on fabrique des gens narcissiques, en fait. On est devenu narcissique, c'est dramatique. Et je vais pas penser qu'à elle, de ce que ça lui fait tout ça, mais je vais regarder plutôt la conséquence que ça a sur les autres. Je veux dire, on a des gens qui regardent ces photos, elles, les photos des autres, je veux dire, d'une manière générale, les photos qu'on voit. Oui, parlons plutôt en général, voilà, effectivement. En général, putain, tu te lèves le matin et tu te dis, putain, mais moi j'ai une vie trop pourrie, quoi, à côté d'eux. Mon mec, il est pourri, il a de la... Oui, donc ça enlève de la confiance, ça enlève de... mais surtout, ça augmente ton mal-être, ta dépression dans ta vie, et puis t'apprécies plus rien, parce que t'as l'impression que les autres, tu les regardes et ils sont là, waouh, leur vie, elle est trop géniale, alors que c'est pas vrai, quoi. Comme on montre que le beau, il n'y a pas d'envers de décor. Putain, on voit ces nanas avec des sourires derrière, c'est pas jusqu'aux oreilles, c'est carrément derrière les oreilles, si c'est possible. Qui rentrent trop bien là dans leurs vêtements et tout ça, machin. Mais ce qu'on sait pas, c'est que la nana, elle est anorexique, qu'elle est super mal dans sa peau, qu'elle est malheureuse, que son taf, elle a la pression parce qu'elle a des contrats engagés et qu'elle doit rien bouffer, qu'elle peut pas faire du ski parce que si elle se pète une jambe, elle peut pas faire des photos. Enfin, on n'a pas cet envers du décor là. Et en fait, le souci, c'est que ça fait tellement longtemps que c'est comme ça qu'on l'a oublié, en fait. Alors voilà. On a oublié la vraie vie qui va derrière tout ça, là, tous ces artifices. On a oublié, en fait, on a perdu quelque chose en route finalement. Et c'est vrai que quand on parle de se reconnecter à l'essentiel, souvent... On parle du fait que finalement, quand on regarde sa vie, sa propre vie extérieure, finalement, on a vraiment besoin peut-être que de 10% de ce qu'on a, de ce qu'on fait, etc. Et que finalement, tout est en nous, encore une fois.
et de se regarder en face à l'intérieur de soi enlève déjà beaucoup de poids. Tu es d'accord? Donc, est-ce que notre société ne doit pas faire un travail, ne doit pas vraiment ouvrir, on parle d'éveil, donc ouvrir son esprit à d'autres possibilités, hors des cases et hors des dictates qu'on nous a balancés depuis des millions et des milliers d'années, quoi. Bah, c'est justement drôle que tu utilises ce terme, dictate, parce que justement, j'en parle dans mes romans. Et moi, j'ai créé un personnage qui est imparfait, qui vous révèle tous ses travers sans peur d'être jugé, et qui vous conforte dans l'idée que vous n'êtes pas tout seul, en fait. Oui, on a tous des journées de merde. Ou alors, en tout cas, on peut avoir des journées juste banales. Elles sont pas obligées d'être pourries, mais on a des journées banales. Et je veux vraiment inviter le lecteur à poser un regard différent sur les choses, parce qu'on est tous là, je cherche le bonheur. Mais en fait, le bonheur, c'est toi. La bienveillance, c'est finalement. Toi, les yeux que tu poses sur ce que tu vis. Tu peux passer une journée banale et être juste heureux d'être en vie aujourd'hui. Quand il y a quelqu'un qui est mort. Ouais. Ou tu peux juste être en vie parce que tu arrives à marcher sur tes 2 jambes. Alors qu'il y a un mec, il peut pas, prendre le métro parce qu'il a un fauteuil roulant et que Paris, c'est pas du tout adapté. Et que quand il y a le bus qui passe, le mec, il a pas envie de s'arrêter. C'est bon, c'est chiant les fauteuils roulants, faut se rapprocher du trottoir, faut baisser le truc, machin. Je dis ça parce que juste quand j'étais à Paris et que j'étais avec la poussette d'un bébé, ouais. le bus ne s'arrêtait pas. Alors j'imagine, et ça me gonflait, parce que j'arrivais en retard et tout ça, mais j'ose même pas imaginer ce que c'est que d'être dans la vie de quelqu'un en fauteuil roulant. Et j'essaye tout le temps de faire ces parallèles en me disant, putain, ouais, mais à chaque fois qu'il m'arrive un truc pourri, je me dis, allez Marion, mais regarde ce que t'as déjà. Moi, je joue pas au loto. Si tu veux que je gagne au loto avec tout ce que j'ai déjà dans ma vie, je sais que je gagnerai pas au loto, donc j'ai pas besoin de jouer au loto. À chaque fois parce que ça m'arrive quand même, ne soyons pas hypocrites, ça m'arrive de jouer au loto, et quand je gratte de suite et que je vois que j'ai perdu, en fait, je sais que je vais perdre. Et je rigole au tabagiste et je lui dis, non, mais en même temps, qu'est-ce que je gagne? Moi, j'ai tout pour être heureuse. Et le mec, il s'est dit, elle est folle, elle. Non, mais c'est vrai, on devrait être dans ce mindset. Ouais, c'est exactement. On va finir sur ces belles paroles parce qu'effectivement, c'est un vrai mindset. Je suis d'accord avec toi. C'est une façon de penser. C'est un état d'esprit ouvert et bienveillant de ce dont tu nous parles. Et je te remercie vraiment, Marion, de nous avoir partagé tout ça. Alors, on va parler quand même de où est-ce qu'on peut te retrouver. Je sais que tu as des séances de dédicaces à foison dans les Landes. Voilà, t'en as un petit peu. Alors, on peut te retrouver sur ta page Facebook? Oui, alors j'ai une page Facebook à Marion Dubé Auteur avec un E, j'y tiens. Maintenant que c'est validé. Sur Facebook et Instagram. Dessus, il y a tout le calendrier de ma tournée de dédicaces. Et après, le roman, il est disponible sur Internet, Amazon, Cultura, toutes les plateformes. Donc là, c'est le 3e volet, je vais le montrer. Et dans toutes les librairies de France. On est sur toutes les librairies de France, voilà, donc toutes les plateformes spécialisées, Internet, etc. Tout à fait. Donc Ça m'agace de Marion Dubé, auteur aux éditions Lucan. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Et nous allons te remercier, Marion, d'avoir pris ce temps avec nous pour nous ouvrir à ton monde merveilleux. Merci de m'en avoir offert l'occasion. Et lumineux. Merci à toi. Merci. À très bientôt. Au revoir. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.